Chapitre 11, la pelleterie, partie 1. Devant l'établissement de la compagnie, Agaguk attacha le chien de tête de son attelage au poteau planté là à cet usage. Puis il chargea sur son dos le lourd ballot de pelleterie et entra dans le magasin. Il n'y avait personne dans l'établissement, sauf le facteur qui était un Écossais, long et maigre, aux cheveux rougeâtres, au visage bilieux et triste. Il n'y eut aucun mot, aucun geste de bienvenue lorsque l'Esquimau rentra. Son regard resta froid et observateur. Il avait jeté un bref coup d'œil sur le ballot, mais ce regard ne trahissait rien. Il attendit pendant qu'Agaguk défaisait les attaches et étendait les pots par terre. Je viens pour échanger mes pots, dit Agaguk. L'homme inclina la tête lentement. Le prix de la fourrure est bien bas. Agaguk haussa les épaules. Il attendait cette phrase depuis tant d'années. Il entendait, pardon. Et les autres avant lui avaient pu l'apprendre par cœur, tant elle avait été dite et redite. Bien bas, répéta l'homme d'un ton lugubre. Agaguk prit le premier lot de pots, 15 visons, presque tous de bonne venue. L'homme, qui se nommait McTavish, étendit les pots sur le comptoir, puis les examina une à une. Le coup d'œil était très bref, celui d'un expert. Il savait découvrir le mauvais écorchage, la blessure qui abîma la partie ouvrable de la peau. Si c'était du poil de thé ou le poil de duveté de lait vert, si la peau était celle d'un vison sain ou d'un vison malade, si l'apprêtage avait été fait avec soin ou sans attention. McTavish le découvrait en un clin d'œil. Il jetait les peaux inspectées plus loin sur le comptoir. D'un côté les bonnes, de l'autre celles qu'il déclassait. Mais chaque fois, et quel que fût l'Esquimau en cause, les bonnes peaux étaient rares. Agaguk observait le ménage qui se répétait. Il avait un pli au coin de la lèvre, une lueur dans le regard. Il prit l'une des peaux déclassées. Qu'est-ce qu'elle a? McTavish sourit. Il avait l'habitude de ses protestations. Elle ne l'atteignait plus depuis 20 ans qu'il exerçait ce ingrat métier. Il montra du doigt une entraille minuscule à l'envers de la peau, là où ce n'était plus le dos et pas encore le ventre. L'entraille ne traversait même pas le cuir. Déclassée, dit-il. Agaguk était rouge. Ce n'est rien, s'écria-t-il. La valeur reste. Ça ne suffit pas. L'Écossais regarda froidement l'Esquimau devant lui. 20 ans de ce jeu, 20 ans de ce palabre, 20 siècles. Il se saisit de toutes les peaux sur le comptoir et se mit à les rouler. Puis il les tendit ainsi à Agaguk. Emporte tes pelleteries, je ne discute pas. L'Esquimau le regardait bouche bée. Va, tu as compris, je ne discute pas. Agaguk resta un long instant à fixer ce regard bleu-vert, ses yeux qui ne souriaient point et n'avaient peut-être jamais su sourire. Puis il haussa les épaules. Comme tu voudras, dit-il. Il remit les pots sur le comptoir, devant McTavish. Avec un soupir, le facteur déroula de nouveau le ballot et replaça les pots dans le même ordre qu'auparavant. Après, ce fut rapide. Il inspecta en silence ce qui restait. Des visons de thé, des pots de loup, 2 pots de caribou dont Agaguk pouvait disposer, 20 de renard, autant de blaireaux, quelques pots de rhum musqué. Puis l'Écossais fit le total. C'était peu, moins encore qu'Agaguk n'avait espéré. Tout compte fait de l'habituel marchandage. Mais il aurait dû prévoir. Jamais la compagnie n'accordait le prix rêvé, si bas qu'on le mettait. Il arrivait rarement que l'on pût escompter un troc d'homme à homme, en toute liberté, en toute franchise. La compagnie avait un monopole, aucun concurrent. Des traiteurs comme Brown l'avaient été, commerçants illégaux ne faisant jamais feu long, ou trouver des produits manufacturés, sinon au magasin de la compagnie. Le facteur fixait les prix. L'on devait accepter les chiffres. Quant à lui, il devait son avancement à l'avantage des échanges. Au bureau chef, il était jugé pesé selon la marge qu'il savait établir entre la valeur marchande des pots et la valeur concédée aux Esquimaux. En outre, par la forte majoration appliquée aux prix normaux de la marchandise d'échange, majoration qui réduisit encore la valeur du troc, on donnait à la compagnie l'occasion d'inscrire dans ses livres incroyables profits. Contre une hydre de la sorte, monstre infiniment puissant, que pouvait Agaguk? Agaguk ou les autres? Que veux-tu? Demanda McTavish. Bien entendu, jamais d'argent. Le troc se faisait contre des nécessités, contre tout et rien dans l'établissement. Certains Esquimaux arrivent à peine à se procurer les besoins. Ils cèdent leur peau contre les colichéfers, des objets qui ne peuvent leur être d'aucune utilité et qui leur sont souvent sans valeur. Tels des enfants privés de raison, ils ont des enfants subites auxquels ils ne peuvent pas résister. Viennent le temps de misère. Ils sont démunis. Comme tous les autres facteurs qui l'avaient précédé, McTavish les laissait de bon gré gaspiller le fruit des choses. Agaguk, quant à lui, s'était toujours fait une raison. Peut-être
déférait-il des autres Esquimaux en quelques fifres intimes de son être. Il avait souvent eu envie de jouets mécaniques, de camelotes enfantines. Il avait eu envie de bien des choses en ce magasin, mais il n'avait toujours choisi que les nécessités. Les besoins. C'est pourquoi il était exaspérément venu échanger ses pots. Il énuméra la liste. Un fusil, dit-il, en comptant sur ses doigts. Des balles, 20 boîtes de balles. Du coton pour Ériuk, du kérosène pour la lampe. McTavish posa un fusil sur le comptoir. C'était une arme de qualité bien ordinaire, efficace toutefois, mais dont le prix vendant à la ville était très bas. L'Écossais posait à côté du fusil les 20 boîtes de balles, un bidon de kérosène. Du tabac pour ma pipe, fit Agaguk. Le tabac vient s'ajouter au reste. Du sel, continua Agaguk. Un sac plein. Il montrait un sac de 50 kilos. La moitié, dit McTavish, pas plus. Agaguk pencha la tête, le visage stupéfait. L'Écossais savait combien Agaguk en utilisait normalement. Il n'entendait pas en céder plus que ce demi-sac. D'ailleurs, le compte y était. Du coton, poursuivit Agaguk résigné. Un chaudron de fer comme celui-là. Une pioche, tiens, comme celle pendue là. C'est tout, dit McTavish. Rien de plus après le sel? Quoi? Je dis, c'est tout? Après le sel, c'est tout. À peine la moitié, s'écria Agaguk. Je veux encore des choses. La prochaine fois, coupa McTavish. La prochaine fois. Ce n'était pas hier que McTavish jouait le jeu. Il en avait l'habitude. Agaguk, ne sachant pas compter, il ne pouvait deviner que, même au prix arbitraire accordé pour les fourrures, l'Écossais avait encore diminué la valeur de change de 30%. McTavish n'avait pas de remords. L'Esquimau ne partait pas les mains vides. Il avait un fusil, des balles, de quoi chasser et se nourrir. Il avait du sel pour apprêter les pots et les conserver. Il avait de l'huile pour son poêle et du tabac pour fumer. Il pouvait se passer du reste. Une pioche? Pour quoi faire? Du coton pour sa femme? À quel usage servirait-il? Rien d'utile, certes. Et le chaudron? Allons donc. Selon son raisonnement, tout allait bien et l'Esquimau n'était pas laissé. McTavish n'éprouvait aucune inquiétude de conscience. Après tout, l'Esquimau n'était pas forcé d'accepter les conditions du troc. Il pouvait partir, rapporter ses pots, refuser les valeurs imposées. Kagaguk eut aucun endroit où vendre ne préoccupait en rien l'Écossais. Cela ne le regardait pas et n'était pas non plus de sa faute. Qu'y pouvait-il? Il avait posé des conditions que l'Esquimau en avait définitive acceptées. Il se sentait en paix avec lui-même. L'Inuk se rassembla ses achats et les porta dehors vers le traîneau. Il mit 1 heure à arrimer la charge, à nourrir le chien, à dompter la rage en lui qui commandait des gestes d'audace, des vengeances terribles. Il songeait de nouveau à Brown, dont il avait réglé le cas. Il n'était pas question de disposer de l'Écossais de la même manière, mais était-il acceptable que les Blancs eussent toujours le dernier mot? Toujours, sans que jamais l'Esquimau pût se défendre. Mais à qui se plaindre? Les Blancs n'étaient-ils pas tout-puissants et les intérêts qu'ils avaient en ces contrées largement protégés? Il se sentait l'esprit brouillé. Il voyait rouge. Il avait à peine noué les liens assujettissant la charge sur le traîneau. Une pensée de vengeance ne le quittait pas. Mais en même temps, le temps naissait en lui un contre-sentiment, une discordance, un neutralisant qui calmait petit à petit la rage. Se venger. Mais comment? Entrer dans ce magasin, frapper, tuer. Ce serait futile, voire ridicule, qu'on s'emparerait de lui avant qu'il n'ait franchi 30 pas de fuite. Aller dire son fait à McTavish, aussi bien parler à un rocher. Agaguk rageait seulement à se remémorer le regard glacial de l'homme, la somme totale de l'indifférence qui affichait ouvertement. Discuter avec lui donnerait juste quoi? Le commencement d'un mauvais jour. S'opposer à McTavish n'amènerait rien de bon. L'Écossais saurait bien se venger de toute insulte au prochain troc. Il se souviendrait de l'Esquimau, garderait son visage en mémoire, attendrait patiemment de son heure de vengeance. D'autres avaient tenté l'expérience. Agaguk s'en souvenait bien. Le fait se discutait encore dans les igloos. Okarnak avait été le dernier victime. Maintenant, il lui fallait voyager pendant 3 semaines chaque année pour troquer ses pots à un poste plus éloigné que celui qu'employait McTavish. C'était, pour Okarnak, le seul moyen d'obtenir, sinon justice, du moins les conditions semblables à celles que McTavish lui imposait avant que d'exercer sa revanche. Pourtant, dehors, devant le poste, Agaguk savait qu'il ne saurait rentrer ainsi dans son igloo. Trop de sentiments contradictoires se bousculaient en lui, un besoin d'évasion qui devenait immense, exigeant de satisfaction immédiate. Il n'identifiait pas ses envies. Il constata leur existence en reconnaissant la force. Mais en ce village isolé et inhospitalier, quel moyen d'évasion pouvait exister? Agaguk tâta sous sa parka la belle peau de vison glissée là.
celle qu'il avait cachée, celle qu'il regardait